Bonsoir Bouba, mesdames, messieurs, bonsoir. Mamadou Mbodj, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur du M23, mouvement du 23 juin. Depuis quelque temps, vous prônez le patriotisme économique. Comme en écho à votre appel, l'homme d'affaires Cheikh Hamar se dit prêt à reprendre la Suneor que l'État a reprise de l'entrepreneur Abbas Jaber. Que pensez-vous de cette manifestation d'intérêt de M. Hamar? Il faut dire qu'elle vient à point nommé parce que justement, on vient de reprendre l'entreprise des mains d'un autre Sénégalais qui a bénéficié de largesse à partir d'une session pratiquement décriée, voire scandaleuse. Et aujourd'hui, si un autre Sénégalais veut reprendre l'entreprise, c'est tant mieux. C'est important de préciser que M. Jaber est un Sénégalais. Oui, c'est tant mieux. Maintenant, il s'agit de voir dans quelles conditions. Parce qu'il ne s'agit pas de céder pour céder, il faut céder, accompagner, mais surtout, il faut que le bénéficiaire fasse lui-même preuve de patriotisme. Parce qu'en vérité... Donc, quand vous parlez de patriotisme économique, vous ne faites pas nécessairement allusion à la nationalité. À la nationalité... Si, parce qu'il s'agit de la patrie. Nationale. Oui, il s'agit de la patrie, oui. Même si cette patrie peut être considérée comme étant l'Afrique. Maintenant, il faut une préférence nationale. Mais cette préférence nationale qui va de l'autorité aux citoyens, évidemment, ça peut s'appeler du patriotisme. Parce qu'il faut aider les Sénégalais, évidemment, à devenir des champions de l'économie. De ce point de vue, il y a une... attitude patriotique de la part de l'autorité à vouloir accompagner les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs eux-mêmes doivent faire preuve d'un patriotisme. Parce que, évidemment, il faut le rappeler, le patriotisme, c'est l'attachement qu'on a vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de sa patrie, vis-à-vis de sa communauté. Et donc, cet attachement-là doit porter l'individu à préférer et à privilégier le bien et le service public, le bien et le service fait localement. À partir de ce moment-là, l'entrepreneur qui est bénéficiaire, évidemment, d'un acte patriotique de la part de l'autorité doit lui-même faire preuve d'une gestion éthique, respectueuse des droits des travailleurs. Et malheureusement, ce qui s'est passé à l'Antusuneur, ce qui se passe à King Fahd, ce qui se passe à Transrail, évidemment, ce n'est pas cela le patriotisme. Parce que lorsqu'on cède à un Sénégalais, évidemment, une entreprise nationale, il faut que celui-ci puisse rendre la monnaie à la communauté. Rendre la monnaie, c'est évidemment travailler à ce que l'entreprise soit compétitive, travailler à ce qu'elle soit productive et rentable, travailler à ce que les travailleurs y trouvent leur compte et que le Sénégal, évidemment, trouve son compte. Un certain Olam, c'est tout ce qu'on sait de son nom, de nationalité singapourienne, selon le magazine Les Afriques repris par le journal L'Observateur au Sénégal, aurait mis sur la table 22 milliards de francs CFA pour acheter la Suneor. Que conseillez-vous à l'État face à l'intérêt que suscite aujourd'hui cette société d'huilerie qui est la Suneor? Il faut la préférence nationale. Il faut écarter Olam. Pas écarter. Même s'il met 22 milliards sur la table. Il faut négocier avec M. Cheikh Hamar. Poser des conditions précises, tirer les leçons de ce qui s'est passé avec la Suneor. On a cédé à un Sénégalais dans des conditions, il n'a pas respecté ses engagements. Que faut-il faire de la procédure d'appel d'offres quand même? Oui, mais écoutez... Qui est aussi un gage de transparence. Oui, il le faut. Mais ce n'est pas le plus important dans ces circonstances-là. Le plus important aujourd'hui, c'est de faire de sorte que dans notre pays surgissent des champions, surgissent des industriels de grande envergure qui puissent évidemment servir la patrie dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure. Sur Suneor, vous êtes favorable à une entente directe? Oui, absolument. Avec M. Hamar. Pourvu que, tirant les leçons de ce qui s'est passé avec Abbas Jaber, qu'on mette toutes les conditionnalités et que ces conditionnalités soient respectées par M. Cheikh Hamar. Si cela est possible, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des travailleurs, dans l'intérêt des paysans, évidemment, qui vont quand même bénéficier de l'achat de l'arachide par la Suneor, si c'est cela, c'est très bien pour le pays. Invité hier d'Antoine Diouf, le 20h de TFM d'hier, Youssouf Diallo du ministère de l'Agriculture a dit que ce n'est pas seulement une histoire de faire une offre sur Suneor, c'est plutôt d'avoir un projet
pour la filière arachidière? Il a parfaitement raison, parce que quand même, la Suneor occupe une place importante dans cette filière-là. Il faut promouvoir les cultures locales, il faut promouvoir l'agriculture locale, il faut également veiller à ce que les paysans, enfin, puissent tirer un profit équitable de leur production. Parce que jusqu'à présent, depuis la traite de l'arachide, il n'y a jamais eu assez de prix donné aux paysans. Jusqu'à présent, avec 200 francs, à quel prix vend-on le litre d'arachide? Avez-vous des appréhensions justement par rapport à la prochaine campagne arachidière qui démarre d'ailleurs là, le 16 novembre? Nous l'avons. Prix aux producteurs de 200 francs, 11,5 milliards pour le financement de la campagne. Est-ce que vous êtes rassuré ou est-ce que vous avez des appréhensions? Quelques appréhensions, parce qu'il y a quelques semaines, nous avions tiré la sonnette d'alarme. Nous avions dit qu'il y a quand même urgence à régler le problème de la Suneor. Parce que sans cela, on risque de se retrouver dans une situation où le paysan ne trouvera pas assez d'offres pour son arachide. Peut-être que l'heure n'était pas là de rompre avec M. Jabert, là, alors qu'on est à la veille d'une campagne arachidière. Il fallait absolument, parce que la Suneor est totalement en faillite et sous supervision de la part de l'État. Donc l'État, de toutes les façons, sera obligé quand même de travailler avec Suneor. Oui, mais il faut quand même dans la vie savoir tourner la page. Il faut opérer des ruptures. Il faut avoir le courage d'assumer ses responsabilités. Et ça a trop tardé. Bon, l'adage dit mieux vaut tard que jamais. Ça a été fait, il faut le saluer. Et maintenant, il s'était demandé à l'État de prendre toutes les dispositions pour que l'arachide soit vendu à juste prix, au meilleur prix. Ils ont dit 200 francs, mais que toute l'arachide soit achetée. Quel serait le prix de la Suneor aujourd'hui? Mais je ne peux pas aujourd'hui vous donner un prix, mais je pense... Parce qu'on a beaucoup parlé de bradage à l'époque, revendu à 5 milliards, M. Jabert, alors que l'État avait eu à injecter une quarantaine de milliards avec son ACOS. Il s'agit, je crois, de créer les conditions d'une reprise de la Suneor qui aille dans le sens de la prise en charge des intérêts des paysans, qui va dans le sens de la prise en charge des intérêts de l'État sénégalais. C'est ça le plus important. Ce n'est pas le prix de cession qui est le plus important. C'est qu'est-ce qu'on va en faire pour les paysans, pour le Sénégal. C'est ça le plus important aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir actuel promeut le patriotisme économique? Lorsqu'on regarde ce qui se fait dans la filière riz, évidemment c'est très bien. Parce que l'entente récente entre l'UNACOIS, qui va acheter prioritairement le riz de la vallée, qui va, à partir du moment où le riz acheté va exporter, et donc les exportations seront données au prorata des achats, ça c'est très bien, ça c'est du patriotisme. C'est du patriotisme que de dire nous voulons l'autosuffisance alimentaire en 2017. C'est de l'utopie et il faut une utopie pour faire avancer les sociétés. Si on considère ce qui a été dit sur l'artisanat, du point de vue du discours, c'est très bien. Il faut 15%, il faut aller à 25%. J'ai entendu hier seulement les artisans de Kolda se plaindre de n'avoir rien vu par rapport à cela. De ce point de vue, nous pensons que nous, société civile, nous avons le devoir de surveiller les engagements de l'État. Nous avons le devoir de nous mobiliser pour que les 15% qui sont destinés aux artisans sur la commande publique soient non seulement réalisés, mais doublés très rapidement, triplés. On aille à 45-75%. C'est ça le patriotisme économique. Et donc, de ce point de vue, il y a des actes qui sont posés qui vont dans le bon sens. Il y a des actes, par contre, qui ne vont pas dans le bon sens. Lorsque l'on considère ce qui se passe, j'ai déjà dit la cession du King Fahd, là c'est pas ce régime, la cession du King Fahd, la cession de la Suneor, mais l'Ecotrans, ce qui s'y passe, c'est des actes qui sont totalement inacceptables. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a... Qu'est-ce que vous dénoncez en Ecotrans? Mais écoutez, les entreprises nationales se plaignent de l'augmentation du tarif qui a été fait, qui risque de plomber leur bénéfice et donc leur recette. Et donc de ce point de vue, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, qui constituent une nébuleuse sur laquelle nous allons travailler prochainement d'ailleurs. Alors, hier, vous avez rencontré l'opposition, le Front patriotique pour la défense de la République, pour lui vendre justement cette notion de patriotisme économique, mais également échanger avec l'opposition sur les réformes institutionnelles. Comment peut-on comprendre que le M23, qui avait combattu l'ancien régime, qui se retrouve aujourd'hui essentiellement dans l'opposition, ait finalement pris langue avec les adversaires d'hier
Je crois qu'il faut y voir un sens du dépassement. Parce que c'est vrai que les gens du FPDR peuvent dire c'est eux qui nous ont sortis du pouvoir. Ils peuvent dire le M23 soutient la traque des biens mal acquis, soutient évidemment la CREI. Ils auraient pu le dire. Nous aussi, on aurait pu dire c'est eux qui ont, en étant au pouvoir, évidemment, nous ont matraqués et ont tué quelques-uns des nôtres. Mais on a dit, écoutez, il y a un intérêt national, c'est les réformes institutionnelles. Et parce qu'un intérêt national est en jeu, il faut laisser tomber toutes ces considérations. Les rancœurs sont jetées à la rivière. Oui, il faut les mettre entre parenthèses. Parce qu'il ne sert à rien, évidemment, de faire revenir le ressentiment. Ça ne sert à rien. Pourquoi les prochaines réformes institutionnelles vous préoccupent? Mais elles nous préoccupent parce que d'abord, nous nous sommes battus pour qu'il y ait des réformes. Nous sommes battus pour qu'il y ait des ruptures. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices énormes de la part de plusieurs milliers de Sénégalais. Et donc, s'il n'y a pas de réforme, il y a un goût d'inachevé. Ces réformes sont importantes parce que ce sont ces réformes qui doivent permettre au Sénégal, évidemment, d'arriver à dépasser toutes ces difficultés que l'on pointe du droit tous les jours. Concrètement, à quoi vous vous attendez en termes de réformes? Mais écoutez, la première chose, c'est l'équilibre des pouvoirs. Nous avons vu, entendu des gens du régime précédent dire que le président de la République doit libérer tel ou tel. Comme si le président de la République, chef de l'exécutif, devait avoir une mainmise totale sur l'exécutif, sur le judiciaire. Ce qui n'est pas acceptable. Il y a une sorte d'instrumentalisation dans l'inconscient collectif. Il y a une sorte d'instrumentalisation du judiciaire par l'exécutif. Qu'est-ce qu'on voit à l'Assemblée? Nous avons dit dans le texte dernier que nous avons produit qu'il faut des réformes pour porter à l'Assemblée des députés qui ne se sentent pas redevables à un parti ou à un homme. C'est le cas aujourd'hui. Mais oui, c'est le cas depuis toujours. On a parlé d'immobilisme au niveau de l'Assemblée. Il n'y a pas de changement. Il faut veiller à ce qu'on ait un mode d'élection qui conduise à l'Assemblée des députés qui ne se sentent pas redevables prioritairement à leur parti, mais plutôt au peuple, qui sont redevables au peuple et qui vont rendre compte à leur base. Faudrait-il pour autant dissoudre l'Assemblée nationale actuelle? Mais écoutez, nous avons comme le réclament certains. Comme nous l'avons dit, qu'il y a eu quelque part une lecture non républicaine du règlement intérieur. Et cela a conduit, évidemment, à des bisbilles entre les hommes et du pugilat. Et cela est inacceptable. Et nous avons recommandé qu'il y ait un dialogue entre les partis pour qu'il y ait une reprise de ce bureau-là. Et oui, si à défaut, mais oui, c'est une solution prioritaire par rapport à la dissolution. Si on arrivait à reprendre, à dialoguer et à reprendre tout dans les meilleures conditions pour qu'il y ait des groupes parlementaires autonomes, évidemment, on pourrait se passer de ce pugilat. Autrement dit, vous n'êtes pas favorable à la décision qui a été prise de considérer que c'est Modou Diagne Fada qui est le président du groupe parlementaire libéraux et démocrates? Ce n'est pas en ces termes prioritairement. Ce que nous avons condamné, c'est le fait que dans le règlement intérieur, qu'il soit prévu que la mise en place du bureau et des commissions ne puisse se faire avant que les groupes parlementaires ne soient identifiés. On a dit, c'est expressément dit, que ce sont les groupes parlementaires qui donnent les listes de ces membres, des membres à élire au niveau du bureau et des commissions. Cela veut dire explicitement qu'il faut les identifier d'abord, ces groupes parlementaires. Cela n'a pas été fait. Il est dit expressément dans l'article 14 que ces bureaux et commissions ne peuvent être mis en place que s'il n'y a pas de contestation, il n'y a pas eu de vérification. Et donc, si cela avait été fait, on aurait pu se rendre compte qu'il y a contestation et qu'on aurait demandé au groupe parlementaire du PDS d'aller régler ses comptes. Oui, et de ce point de vue, évidemment, s'il y a eu des mal. Apparemment, il y a une fin de non-recevoir qui est opposée à votre offre, votre requête. Le président du groupe de la majorité, Moustapha Diakhaté, vous a accusé, vous, du M23, d'être des politiciens encagoulés. Vous vous retrouvez dans ces accusations? Non, bien sûr qu'on ne se retrouve pas. On lui laisse la paternité d'une telle accusation. Nous constatons simplement pour notre part que nous avons une mission de veille
nous avons un rôle de sentinelle à jouer, de critique publique à faire. Lorsque nous constatons qu'il y a des dérives et qu'il y a des manquements, nous avons le devoir de les pointer du doigt. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes en droit de le faire. Et nous maintenons notre position. Nous estimons qu'il y a eu des erreurs. Nous avons un entretien avec Moustapha Diakhaté long sur cette question. Nous avons dit, nous considérons que vous êtes trompés de bonne foi, mais vous êtes trompés quand même. Parce que lorsqu'ils disent que M. Omar Sarr n'a pas le droit de remettre le document de déclaration de politique de constitution, il n'y a aucun texte ne le dit. Le texte dit simplement que la déclaration politique de constitution de groupe se fait en remettant au bureau. Qui remet? Il n'y a aucune désignation. Justement, pourquoi vous vous limitez uniquement à Moustapha Diakhaté? Fut-il le président du groupe de la majorité? Il y a le président de l'Assemblée nationale. Non, il y a même le président de la République. Non, nous n'avons pas désigné Moustapha Diakhaté. Oui. Nous avons désigné le groupe Benno Bokk Yakaar. Oui. Parce que c'est eux qui sont dépositaires aujourd'hui des attentes du peuple dans cet hémicycle-là. Nous voulons des ruptures. Qui doit les assumer? C'est le bureau qui est composé majoritairement de Benno Bokk Yakaar. C'est eux qui sont porteurs de nos attentes. S'ils ne répondent pas à nos attentes, il faut qu'on le leur dise. Votre avis définitif sur la durée du mandat du président de la République, Macky Sall, doit-il faire 7 ans, comme le dit la Constitution, là, au moment où nous parlons, ou faire 5 ans pour s'en tenir à sa promesse, à son engagement? Je crois que 5 ans, c'est l'engagement à tenir. Nous le répétons, lorsque à l'Assemblée générale du M23, entre les deux tours, M. Macky Sall est venu faire cette proclamation-là, nous l'avions applaudi debout, parce que cela correspondait justement aux attentes du moment. Cela correspondait à l'exigence de faire, de mettre dans la Constitution ce qui correspondait à un accord qui date déjà de 1992. Dernière chose, c'est la lutte contre le terrorisme. Au Sénégal, c'est une question d'actualité, avec des personnes présumées terroristes qui ont, en tout cas, présumé faire l'apologie du terrorisme, qui ont été arrêtées. Il y a tout un débat sur le port de la burqa, le voile intégral. Du côté de Tambacounda, le gouverneur a tout simplement interdit le port du voile intégral. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il n'y a pas précipitation dans ce cas? Parce que sur la base que le chef de l'État a posé le débat. Parce que le président a posé le débat, il ne faut pas prendre des actes comme ça, je crois. Il faut quand même qu'il y ait une étude, qu'il y ait une loi, un texte réglementaire qui interdise. Il n'y a pas autorité à interdire comme ça. Maintenant, si du point de vue de l'analyse, on se rend compte que la burqa pouvait constituer une source de danger, je crois qu'il faut l'interdire. Mais il faut le faire au terme d'une concertation large qui permette de voir quels sont les avantages et les inconvénients. Selon vous, il faut une sorte d'entente sur la question du terrorisme au Sénégal. Vous avez rencontré l'opposition, vous êtes en contact avec le pouvoir. Peut-être le M23 pourrait jouer un rôle, non? Peut-être, pour le moment, on n'a pas beaucoup réfléchi sur cette question, mais en tout, il faut une recherche, j'allais dire, acharnée d'un consensus. C'est ça qui fait progresser ce pays-là. Mais il ne faut pas de décision unilatérale, c'est ça qu'il faut éviter dans ce pays. Merci, Mamadou Mbodj, coordonnateur du M23, qui était l'invité du 20h ce soir. Bouba, c'est pour toi le micro. Excellent week-end. Merci de nous avoir suivis ce soir. À lundi, Inch'Allah.